Permettez-moi tout d'abord, au nom de la Commission dans son ensemble, d'exprimer notre solidarité, notre soutien à Ophélie Meunier, qui a fait l'objet de menaces de mort et qui est sous protection policière depuis un reportage diffusé sur M6. Pour nous tous, ici, évidemment, toute atteinte à la liberté d'expression et de travail d'un journaliste est quelque chose d'inacceptable, et c'est donc naturellement, mais avec force, que nous lui apportons notre solidarité et notre soutien. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux de notre commission d'enquête en recevant ce jour monsieur Patrick Drahi. Je rappelle que cette commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et a pour rapporteur David Assouline, qui est à mes côtés. Monsieur Patrick Drahi, nous vous remercions d'avoir pu vous rendre rapidement disponible pour les travaux de notre commission d'enquête. Avec quelques autres, vous faites partie de ces grands capitaines d'industrie qui ont choisi d'investir dans les médias. Votre groupe Altice possède en effet l'opérateur SFR et plusieurs câblo-opérateurs dans de nombreux pays. Mais vous êtes également, et c'est ce qui motive votre présence aujourd'hui, devant nous un acteur majeur des médias via Altice Média. Votre groupe allie les réseaux et les contenus. Cette diversification remonte à 2015, quand vous avez racheté Next Radio TV à Alain Veil, qu'il avait fondé lui-même en 2000. Le groupe est aujourd'hui le troisième opérateur privé en France, avec les marques BFM, première chaîne d'information en continu, et RMC. Par ailleurs, en 2014, vous entrez au capital du journal Libération. En 2020, vous annoncez avoir épuré les dettes du quotidien et le placer sous l'autorité d'une fondation régie par un fonds de dotation afin de garantir son indépendance et sa pérennité. Vous êtes donc aujourd'hui l'un des plus grands acteurs des médias en France, ce qui suscite bien entendu une attention médiatique et politique toute particulière. La Commission est donc heureuse de vous entendre, heureuse et désireuse de vous entendre, d'autant plus que votre dernier passage au Sénat remonte à 2016, au sujet des origines et des raisons de votre engagement dans les médias. Nous avons donc un certain nombre de questions à vous poser sur la stratégie de votre groupe dans les domaines des médias, sur la relation de l'actionnaire que vous êtes avec les médias qui sont dans votre groupe, et de manière plus large, l'analyse que vous faites de l'évolution des médias en France. Je vous propose l'organisation suivante, qui est commune à toutes les auditions que nous menons ici. Je vais vous laisser la parole pour 10 minutes pas plus, tout simplement pour permettre un dialogue et des échanges avec vous à travers des questions et des réponses. Ce sera le rapporteur David Assouline qui entamera la série des questions. Je vous rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter, monsieur Drahi, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Et je vous donne la parole donc pour 10 minutes. Je vous précise qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui sont ici en présentiel et d'autres qui sont également derrière leurs écrans. Merci, monsieur le président. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que les micros... Alors, je peux avancer le micro, je peux parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Et je peux aussi enlever le masque. Je suis triple vacciné, je dois avoir le record du monde des anticorps. Parce que le troisième vaccin... Voilà. Moi, j'avais testé mes anticorps avant le troisième vaccin, je trouvais ça inutile, mais bon. Parfait. Bon, voilà. Alors, c'est mieux là? Vous m'entendez? Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup de me recevoir. J'étais effectivement parmi vous lors d'une autre commission, je crois que c'était en juin 2016. Et si vous le permettez, je vais refaire le point de ce qui s'est passé dans mon groupe pour vous donner une petite mise à jour. Je ne vais pas refaire l'historique des 20 dernières années, mais entre 2016, quand je suis venu la dernière fois, et aujourd'hui. Donc, en 2016,
ça faisait à peu près 1 an et quelques mois que j'avais racheté SFR. Et je venais de rentrer au capital. Je n'avais pas racheté, comme vous le mentionniez tout à l'heure, je n'avais pas racheté encore BFM à Alain Veil. J'étais minoritaire au capital de BFM. J'avais 49% du capital et j'ai complété ce rachat en 2018, si je ne m'abuse. En tout cas, après 2017. Sur la partie générale de mon groupe, à l'époque, nous faisions environ 20 milliards de chiffre d'affaires. Et nous ferons cette année à peu près 50. Sur la partie française, SFR était une entreprise en déclin quand je l'ai rachetée. Déclin de chiffre d'affaires, déclin d'abonnés, image très très mauvaise. Et donc nous nous sommes employés au cours des premières années et toujours à investir massivement. J'avais pris un engagement lors du rachat d'SFR dans les négociations avec l'État, plusieurs engagements, de maintenir SFR en France, de mettre un président français et un engagement industriel qui était notamment d'amplifier la couverture 4G et aussi de couvrir 22 millions de foyers français, c'était facile à retenir, d'ici 2022. Alors, tous ces engagements ont été tenus. Président français, Grégory Rabuel est ici dans la pièce, d'ailleurs un jeune président français. La société est toujours en France. La couverture 4G est aujourd'hui, alors que nous étions derniers de la classe quand j'ai repris SFR, on est à 99,9%. Vous savez que les opérateurs ont pris un engagement vis-à-vis de l'État de couvrir 100% du territoire, ce qui sera le seul pays d'Europe, voire du monde, à avoir une couverture à 100%. Sur le mobile, nous étions derniers en 4G. Vous avez sans doute vu les rapports récents de l'ARCEP. Nous sommes premiers ex aequo en 5G aujourd'hui. Et sur la fibre optique, nous n'avons pas tenu notre engagement, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait 22 millions de prises pour 2022, mais nous serons plutôt vers 30 d'ici la fin de l'année. Donc on a fait au-delà de ce qui était prévu. Et pourquoi ? Parce que durant toute cette période, contrairement à la période précédente, nous n'avons pas pris 1 euro de dividende et nous avons consacré l'intégralité des ressources financières de l'entreprise à investir. Quand j'ai pris SFR, l'investissement annuel était de l'ordre d'1,5 milliard par an, 1,6 milliard pour être précis. Il est aujourd'hui de l'ordre de 3 milliards d'euros par an dans la 5G, dans la fibre, dans les couvertures 4G, dans les équipements des clients, dans l'amélioration des services, etc., etc. Nous sommes passés d'une situation où le chiffre d'affaires décroissait de 5%, et aujourd'hui il est en croissance annuelle de 5%. Nous sommes revenus à un chiffre d'affaires supérieur de celui d'SFR avant l'entrée du 4e opérateur. Et là où nous perdions environ 1 million de clients par an, aujourd'hui nous en gagnons environ 1 million par an. Donc non seulement on est revenu là où nous étions, mais au-dessus de là où nous étions. Petite évolution capitalistique dans mon groupe. Quand je suis venu vous voir en juin 2016, je détenais environ 60% du capital de mon entreprise. J'en détiens aujourd'hui 100%. Donc ça a le mérite d'être simple au niveau des conseils d'administration. Et c'est 100% familial, ceci en partenariat avec certains de mes collaborateurs qui ont une participation à mes côtés. Vous vous inquiétez à l'époque de mon niveau de dette qui était de l'ordre de 50 milliards. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours de 50 milliards, mais pour un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé. Donc une performance qui est remarquable. Et j'emprunte aujourd'hui sur les marchés à près de 2 fois moins cher de ce qu'il y a d'il y a 5 ans, ce qui est le résultat, alors même que les taux d'intérêt sont en train de remonter, comme vous le savez, ce qui est le résultat des performances, pas que financières, mais opérationnelles, et de la confiance qui a été retrouvée auprès des investisseurs. Alors, sur la partie... Alors, des choses nouvelles dans mon groupe, au-delà des quelques chiffres que je viens de donner. Nous sommes devenus le premier actionnaire de British Telecom. Je crois que ça peut être une fierté pour l'industrie française, pour un groupe que j'ai démarré à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, petite ville de quelques milliers d'habitants, se retrouver premier actionnaire du premier opérateur européen, même si l'Angleterre est sortie de l'Europe politique, elle fait toujours partie de l'Europe géographique. Nous avons, sur la partie média, au-delà des marques très connues,
Je détiens aujourd'hui la licorne la plus performante du marché français, qui s'appelle Tids, qui est une société à l'origine créée par un Français, un Savoyard précisément, qui est le numéro 1 mondial de la vidéo publicitaire en ligne. C'est-à-dire que quand vous allez sur, par exemple, le site de quelques journaux que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, ou un peu partout dans le monde, et que vous défilez un article, vous voyez par moments des vidéos qui apparaissent de publicité. Nous sommes numéro 1 mondial dans ce secteur. Et c'est une entreprise aujourd'hui, à titre de comparaison, qui est 8 fois plus grande en termes de volume d'affaires que BFM, même si vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, puisque BFM est devenue une marque extrêmement connue en France. Mais c'est pour vous donner la mesure des dimensions des différents outils. Sur la partie média qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, j'ai commencé mon aventure dans les médias en France, non pas en 2016 quand je suis rentré au capital de BFM, non pas non plus en 2014 quand j'ai racheté Libération, mais en 1995 à Marne-la-Vallée, pour ceux qui étaient encore là, en lançant Canal Coquelicot, petite chaîne locale du réseau câblé. Vous vous souvenez, à l'époque du plan câble, chaque grande ville de France avait lancé une chaîne d'information locale. C'était un fiasco notoire. D'ailleurs, elles ont pratiquement toutes disparu. Et moi, modestement, avec les autorités administratrices du Val-Maubuée, nous avions lancé une petite chaîne, Canal Coquelicot, qui fonctionne toujours, puisqu'elle avait un budget raisonnable et qui traitait de l'information locale. Alors, cette expérience des chaînes locales m'a conduit progressivement à m'intéresser aux médias. Et ma première grande aventure dans les médias, c'est en 2005, quand j'ai racheté les droits du football de 2e division en France. Puisqu'à ce moment-là, se reconstituait la fusion entre les deux plateformes satellitaires, si vous vous souvenez, entre TPS d'une part et CanalSat. Et donc, cette fusion a entraîné un manque de concurrence au niveau des rachats de droits. Et donc, moi, je me suis faufilé dans une petite roue où j'ai pu racheter les droits de la Ligue 2 à pas cher, puisqu'ils n'avaient qu'un seul acheteur. Donc, c'était l'acheteur qui faisait le prix. Et le vendeur a préféré me confier les droits que de les vendre à l'acheteur de l'époque. C'est comme ça que j'ai démarré dans le sport, en lançant quelque chose. Alors, on n'était pas très créatif au niveau de la marque, on avait appelé ça Ma Chaîne Sport. Ce n'était pas moi qui la gérais, c'était le gars qui s'en occupait, donc il trouvait que c'était sa chaîne, il avait dit Ma Chaîne Sport. Grande réussite, distribuée par toutes les plateformes, partout en Europe, partout en Afrique. Et puis, de fil en aiguille, on s'est intéressé de plus en plus à investir dans les médias. Non pas, je sais qu'on va avoir les questions tout à l'heure sur l'influence, etc., mais davantage en tant qu'aventure économique, en prolongement de nos activités, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on apporte par le câble ou par la fibre optique? On apporte la lumière, on apporte la civilisation, on apporte les éclaircissements sur tout ce qui se passe, on apporte du contenu, avant tout, et du service à nos clients. Donc il est assez logique pour un opérateur de distribution d'être impliqué dans la partie contenu. Ensuite, bien évidemment, la partie la plus connue de mon groupe en France sur la partie média, c'est bien évidemment le groupe dont vous parliez tout à l'heure, BFM et RMC. Depuis que je suis rentré au capital de ce groupe, un grand développement s'est mis en place par de nouveau le développement des chaînes locales. On a lancé, je vous l'annonçais d'ailleurs au Sénat en 2016, que nous allions lancer BFM Paris. Depuis, nous avons lancé BFM Lyon, BFM Lille, BFM Grand Littoral, BFM Côte d'Azur, à vos souhaits, BFM d'ici, c'est une petite chaîne régionale dans le 04 et le 05 qui s'appelait d'ici, chaîne TV d'ici. Donc on a repris cette chaîne, on l'a renommée BFM d'ici, qui couvre 2 départements. Nous venons d'avoir l'autorisation, je crois hier ou avant-hier, pour la reprise d'une chaîne de télévision locale en Normandie, qu'on va renommer BFM Normandie, j'imagine, Arthur. Nous avons ici, là-bas, donc Arthur, qui est le patron du groupe Média en France, et aussi le secrétaire général de SFR. Secrétaire général, chez nous, ça veut dire communication, relation avec les institutions et toute la réglementation. C'est à ce titre qu'il est là, à double casquette, relation avec les institutions. Je suis dans une institution, il m'accompagne. Vous voulez parler de médias, il m'accompagne. Mais donc, le grand patron de BFM, c'est lui, et l'actionnaire, c'est moi, très, très clairement. J'ai des médias également en dehors de France. J'ai une chaîne d'information produite en partie au Moyen-Orient, à Tel Aviv, en partie à Paris, en partie à New York, qui diffuse à l'échelon international, qui s'appelle I24, I24 News, donc une chaîne d'information internationale
qui se focalise sur le Moyen-Orient avec 3 rédactions en 3 langues, une en français, une en anglais et une en arabe. Des chaînes d'information sur la région de New York que je n'ai pas créées, mais que j'ai trouvées au sein du réseau câblé de New York que je possède, qui s'appelle News 12, qui est une grande réussite, qui est la première chaîne d'information locale de la région de New York. Alors, pas dans Manhattan, mais aux alentours de Manhattan. Je vais vous demander de conclure pour rester dans un propos. D'accord. Eh bien, écoutez, vous m'avez dit 10 minutes. Quelques secondes, mais voilà. Sinon, on va... voilà, mais écoutez, j'ai fini. En réalité, Monsieur le Président, j'ai fini. C'était pour vous donner une petite tour d'horizon des évolutions depuis la dernière fois que je suis venu, et maintenant, je suis à votre disposition. Merci, voilà. Monsieur Drahi. Les premières questions vont vous être posées par David Assouline, notre rapporteur. Bonsoir, Monsieur Drahi. Alors, l'objet de notre commission d'enquête, c'est la concentration dans les médias et les effets qu'elles peuvent avoir sur notre vie économique en termes de concurrence, mais surtout sur notre vie démocratique. Je ne vais pas faire ce que j'ai fait avec Monsieur Bolloré pour mettre en évidence la raison pour laquelle il était attendu devant notre commission, en citant pendant 6 minutes tout ce qu'il possédait dans le monde des médias. Mais juste parce que moi, j'ai mis de nombreuses heures à essayer de comprendre tout ce que vous possédiez et en termes d'entreprises, de filiales et de pays où ils étaient logés. Et ça, voilà à peu près. Donc ça m'évite les énumérations de 6 minutes. Bien entendu, l'activité média ne fait que, je crois, 4% de votre chiffre d'affaires. Pardon ? Vous voyez, c'est encore plus petit, comme on nous l'a dit jusqu'à présent. Mais c'est quand même conséquent parce que, vous l'avez dit vous-même, il y a SFR, Business, Pro, collectivité, opérateur, et il y a avec Altis Média, qui est le 3e groupe média privé français selon votre site même, hein, RMC Radio, RMC Story, RMC Sport, RMC Découverte, BFM, TV, Business, Région, avec tout ce que vous avez énuméré comme déploiement local, BFM Radio. Je vais arrêter puisque j'ai dit que je ne ferai pas la même. Mais ce qui est spécifique, on peut arrêter cette projection. Ce qui est spécifique, c'est que vous êtes présent sur des supports qui sont sur toute la chaîne de valeur, on va dire. On va appeler ça une concentration verticale, qui n'est pas d'ailleurs réglementée par la loi de 86, c'est l'objet d'ailleurs d'une de nos discussions et de ce que l'on a à apprécier sur la caducité de cette loi, puisque vous savez qu'on peut posséder 2 supports sur 3, et encore, si le 3e, la presse, ne couvre pas plus de 20 millions 20% du territoire, et en plus, si c'est une presse d'information quotidienne. Vous êtes donc, vous possédez les tuyaux, comme on dit, vous les fabriquez même, vous les posez. Vous possédez donc ce qui va acheminer l'ensemble de cette production, de cette création d'informations ou culturelles. Vous produisez avec notamment Altis Studio, 400 films réguliers de séries par an. Vous avez le support télé, BFM, etc., j'ai cité, le support radio, RMC, etc. Et c'est pas à la marge, hein. BFM, c'est quand même la première chaîne d'information en France, sur la TNT. RMC, bon, voilà, c'est une radio conséquente. Et la presse, et Libération, et puis l'Express, le groupe L'Express. Donc, c'est de cela plutôt que l'on veut discuter, qui est comment, avec des activités que vous déployez avec succès dans le monde entier,
avec une activité donc industrielle tout à fait importante. Qu'est-ce qu'est la motivation? Vous avez même anticipé tout à l'heure que j'allais vous poser la question. La motivation de vous impliquer dans le monde des médias, mais au-delà de cette motivation, qu'on peut, nous, se demander légitimement, est-ce qu'elle vient servir vos activités autres, l'influence que vous pouvez avoir, d'autant que là, il y a un lien avec la commande publique. Quand on gagne la licence SFR, eh bien, on sait que c'est l'État qui le décide et que donc il y a un lien quand même avec l'influence politique possible. Est-ce que, au-delà de votre motivation, que vous allez nous exposer plus précisément ou dénier ces critiques que l'on pourrait faire sur vos motivations, est-ce que vous pensez sain, comme citoyen, que dans des démocraties, quelles que soient d'ailleurs les motivations et les volontés initiales des propriétaires, on puisse concentrer, quand on a une telle fortune, une telle richesse, une telle puissance industrielle, l'ensemble de la chaîne de la valeur, de la production d'informations, qui est un bien nécessaire à notre démocratie quand elle peut se faire à l'abri des influences indépendantes, libres, diverses. Voilà ma première question. Alors, merci, monsieur le sénateur. Je vais répondre très précisément à votre question. Juste quelques petites précisions. Moi, je ne suis pas venu avec mes slides. Donc, vous avez pris un slide que je pense que vous avez relevé dans un journal. Alors, je vais vous dire exactement. Oh, je sais lequel c'est. Oui, mais pour qu'il n'y ait pas de doute sur... Oui, oui. Pour que ceux qui nous écoutent l'entendent, c'est l'économiste Benoît Boussemard, octobre 2015, voilà. Édition Estinpuis. Voilà, si vous contestez, vous pouvez nous dire ce qui est contesté, mais il y avait des localisations aussi diverses que le Panama, le Luxembourg, voilà. New York, la Grande-Bretagne, et puis la Suisse. Vous avez oublié la Suisse, oui, voilà. Donc la Suisse, donc c'est là que j'habite. Alors, d'abord, c'est 2015. Effectivement, en 2015, j'avais une holding à Guernsey, je ne l'ai plus. Toutes mes sociétés sont basées au Luxembourg. Deuxièmement, la tête de mon groupe était aux Pays-Bas. Il ne l'est plus, puisque je vous ai commencé la séance en disant qu'à l'époque, j'avais 60% du capital de mon entreprise, 40% était sur le marché. Effectivement, nous étions à la Bourse d'Amsterdam. J'avais expliqué lors d'une commission précédente pourquoi j'étais à la Bourse d'Amsterdam et pas à la Bourse de Paris. La chose était relativement simple. La seule raison, tout à l'heure d'ailleurs, j'ai croisé un étranger qui m'a expliqué que ses enfants nés en France, qui pouvaient devenir français, ne le sont pas devenus parce que ces papiers étaient tellement compliqués qu'ils préféraient rester danois et belges que de prendre les papiers français. Donc moi, la seule raison pour laquelle j'ai mis ma société aux Pays-Bas, c'est que c'était plus facile qu'à Paris. Comme les Pays-Bas, ça fait partie de la Commission européenne, je ne pensais pas que c'était un gros problème. Donc plusieurs choses qui ont changé par rapport à cette slide. Je n'ai jamais eu de société au Panama, donc je sais que je suis en déclaration de serment. J'ai intenté une démarche que j'ai arrêtée parce que ça ne sert à rien de perdre son temps auprès de France Télévisions, parce que j'étais numéro 1, genre public numéro 1, comme sur les Panama Papers. Je n'ai jamais eu de société au Panama. On a beau expliquer ça aux journalistes. Une fois que le mal est fait, c'est trop tard. C'est publié, tout le monde croit ce qui est publié, même si c'est faux. Bon, ça ne sert à rien après de passer son temps à lutter contre des bêtises qui ne servent à rien. Bon, voilà, première chose. Deuxième chose, je ne suis plus propriétaire de l'Express et je ne suis plus propriétaire de Libération. Et je peux vous expliquer pourquoi, ça prendrait des heures. Je peux aussi vous expliquer pourquoi je les ai achetés. Je l'avais déjà expliqué, c'est la stricte vérité. La raison pour laquelle j'ai acheté Libération, c'est qu'au moment d'acheter SFR, eh bien, Libération est en dépôt de bilan. Et certains parlaient sur France Télévisions le soir tard en disant je vais l'acheter à la barre du tribunal de commerce. J'ai trouvé ça plus propre de l'acheter directement. Alors, et ça va répondre à une partie de la deuxième question, sur est-ce que c'est sain que des hommes d'affaires ou des entrepreneurs de certaines fortunes détiennent des médias ou des titres de presse. Moi, je pense que c'est extrêmement sain.
Parce que quand le capital d'une entreprise est fragmenté entre plein de personnes qui n'ont pas les moyens, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un vrai problème économique et industriel, qui était le problème de la presse, et qui est toujours d'ailleurs le problème de la presse, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a les moyens de renflouer un journal que d'avoir 18 actionnaires, chacun n'ayant pas les moyens de renflouer le journal et qui se disputent du matin au soir. Donc moi, j'ai sauvé Libération. On m'avait dit ça va vous coûter 14 millions. Ça m'a coûté beaucoup plus que 14 millions de sauver Libération. Et Libération est toujours vivant. Et on répondra tout à l'heure pourquoi je l'ai mis dans une fondation, si vous voulez, mais ça lui assure une indépendance totale. J'ai pas sauvé BFM, j'ai racheté BFM parce que je pensais qu'effectivement c'était une bonne affaire, qui était en cohérence avec mes métiers et qui me permettait de me développer davantage dans le monde rural, comme je l'ai fait, j'ai commencé par cela avec Canal Coquelicot, parce qu'il y avait cette cohérence de développement régional au moment où on voulait fibrer la France. Et d'ailleurs, on développe des BFM dans toutes les régions de France. Alors tout à l'heure, vous parliez, est-ce que c'est pour avoir de l'influence dans la commande publique? Excusez-moi de vous corriger, monsieur le sénateur, mais les licences télécom, ça ne se discute pas dans le bureau d'un homme politique ou d'un homme d'État. C'est des enchères auxquelles vous pourriez participer d'ailleurs. Et c'est le plus offrant qui gagne. Donc ma dernière licence, je l'ai payée 750 millions d'euros. J'aurais pu la payer beaucoup moins cher si je n'avais pas eu l'État en tant que concurrent, puisque l'État est au capital d'Orange. Donc ça aurait pu coûter beaucoup moins cher. Donc on participe en réalité à la vie française en investissant non seulement dans les infrastructures, en payant un maximum d'impôts, puisque SFR ne payait pas d'impôts, ou pratiquement plus d'impôts quand je l'ai acheté, puisqu'il était en situation de perdre de l'argent. Aujourd'hui, il paye beaucoup d'impôts. Et enfin, en payant les licences. Donc, croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. Moi, j'ai 30 millions de clients chez SFR. J'ai la moitié de la France. Donc, je me promène dans la rue, tout le monde me connaît. Enfin, tout le monde connaît mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'avoir une influence sur quoi que ce soit. La commande publique, je n'ai pas de commande publique. Aucune commande publique. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est sain d'intégrer les médias? Je crois qu'une des grandes problématiques, c'est l'avenir économique du métier. Et qu'est-ce que vous devez ou pas faire? Moi, j'ai rien à vous dire, mais je peux vous donner mes idées pour comment faire évoluer le système de loi dont vous êtes en charge. Puisque vous mentionnez la loi de 86. Vous voyez, j'ai mon fils qui est là, il n'était pas né en 86. On parle d'une loi, les gens aux commandes, bientôt, ils n'étaient même pas nés. Donc on pourrait aussi parler de la loi sur la télévision noir et blanc de 1960 ou 55. Les lois sont désuètes par rapport aux technologies en place aujourd'hui. Moi, je pense que c'est très sain, la consolidation dans des secteurs extrêmement fragmentés et très saine pour l'économie. Parce que, vous savez, tout à l'heure, je prends un café à Paris, c'était vide. Café croissant, 8 €. Un abonnement à la 5G chez SFR, vous pouvez trouver des abonnements à 8 €. Vous passez 5 heures par jour à votre téléphone, vous prenez un café, ça prend 30 secondes, c'est pas forcément très bon pour la santé. C'est délirant. C'est-à-dire c'est pas logique que le café soit aussi cher et c'est pas logique que l'abonnement à la 5G soit aussi peu cher. On n'a pas de quoi être fier en tant que Français d'avoir des services d'une telle utilité, d'une telle importance, bradés à un tel prix. Alors, quel est le résultat des courses? Le résultat des courses, c'est que les opérateurs américains sont ultra puissants. Ils ne sont pas puissants parce qu'ils font de la politique. Ils sont puissants parce qu'ils font des résultats. Ils font des résultats parce qu'ils se sont concentrés. Et aujourd'hui, le mouvement sur les médias dans notre industrie, ça a été un mouvement où les opérateurs de télécom, donc les tuyaux, ont essayé d'intégrer, ce sont des mouvements qui ont été faits à plusieurs reprises, les médias. J'ai essayé, certaines parties, j'ai décidé de continuer, certaines parties, je les ai arrêtées. Par exemple, sur la presse, papier, j'ai décidé d'en sortir, puisque le mécanisme qui était en place ne fonctionnait pas correctement. Par contre, sur la partie télévisuelle, pourquoi on fait de la fibre optique? Ce n'est pas pour échanger des SMS, c'est pour faire de l'information interactive vidéo, et c'est en lien direct avec la télé. Donc c'est logique d'avoir les grandes entreprises, et donc indirectement les grands entrepreneurs qui les détiennent, au capital des entreprises de médias. D'ailleurs, si vous regardez le marché américain, moi je connais bien le marché américain puisque je suis un acteur, un petit acteur. Je suis une entreprise de la taille des SFR, mais je détiens que 2% du marché aux États-Unis. Eh bien, les grands groupes de médias américains sont contrôlés par des personnes physiques. Et
Vous savez, Google, Facebook et compagnie sont contrôlés par des forces physiques. Est-ce que c'est bien pour la démocratie? C'est fantastique. Pourquoi? Parce que ça donne à tous les jeunes qui ont la possibilité. Et moi, j'ai eu la chance, je suis issu d'une famille de profs, j'ai eu la chance, grâce au système d'éducation que j'ai reçu, de pouvoir me développer en France. Si on me dit demain, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien acheter, tu es dans les télécoms, tu ne peux pas faire des médias, tu es dans les médias, tu ne peux pas faire des télécoms, ou alors tu es dans les... Par exemple, une anomalie de la loi de 86. Bon, à l'époque, on peut comprendre, et peut-être il y avait une chaîne de télé, on passait à 3, on avait déjà du vent dans les cheveux. Bon, on est passé à 250 chaînes de télé. Une, c'était pas assez, 250, c'est trop. Donc une fois qu'on est à une, qu'on dit on ouvre, on a privatisé, on a utilisé deuxième fréquence, troisième fréquence, très bien. Mais une fois qu'on est à 250, qu'on garde la loi de 86, qui par exemple vous interdit de détenir plus de 49% d'une entreprise qui a une certaine audience en France. C'est complètement ridicule. Parce que je sais par exemple, vous allez recevoir M. Bouygues, il détient 49% de TF1, qui est la première chaîne privée de France. Est-ce que vous pensez qu'il a plus ou moins d'influence en ayant 49% ou 100%? Ça ne change rien. Par contre, je peux vous dire qu'avec 49%, aux États-Unis, il se marre, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec son entreprise? Il n'a aucun moyen de la développer. Et d'ailleurs, il ne s'est pas développé en dehors de France. Parce que l'Américain, quand il arrive en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il est propriétaire de son entreprise aux États-Unis. Et avec ses résultats, et le Chinois, il fait pareil d'ailleurs, avec ses résultats, il investit à l'étranger. Nous, les Français, pour se développer à l'étranger, il faut qu'on soit vachement bon, parce que dans les médias, déjà, dès qu'on est un peu gros, on ne peut pas avoir plus que 49%. Imaginez, moi, quand j'ai repris le groupe BFM, on faisait 3% d'audience. Aujourd'hui, grâce à nos investissements, j'ai augmenté les effectifs, les journalistes, les investissements, on est à 7%. On me dit, si tu dépasses une certaine audience, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 49%. Donc il faudrait que je revende 51%. Mais c'est débile. Donc tous ces trucs-là, ça ne tient pas la route. Ensuite, quand on nous dit... Et d'ailleurs, le rapprochement TF1-M6, ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 7 chaînes de télévision. Si vous avez plus de 7 chaînes, ben, il faut en revendre d'autres. Pourquoi 7? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 9? D'où ça sort? Ça n'a rien à voir avec le nombre de chaînes, ça devrait être en rapport avec l'audience. Est-ce que concrètement, la loi de 86 vous a empêché de faire bien évidemment. Une acquisition? Mais bien évidemment. Est-ce que vous croyez que j'avais la possibilité d'acheter 49% d'M6? Comment on fait pour financer? Et supposez, monsieur le sénateur, vous voulez acheter une maison, vous allez voir votre banquier, vous allez dire, voilà, je vais acheter une maison, mais je peux acheter que les toilettes, la salle d'entrée et la première chambre. Le reste, je ne peux pas, il y a un gars qui a 51%. Comment voulez-vous le financer? D'ailleurs, le rachat, c'est pas un rachat. TF1 n'est pas en train de racheter M6, c'est une fusion. Oui. Le groupe Bouygues va avoir 35%, le groupe de M. Rabeux, Bertelsmann... Bon, comme quoi c'est possible. Donc c'est des trucs qui empêchent le développement, en réalité. Mais comme vous réfléchissez, c'est très important ce que je vous dis. Si vous me permettez, M. Drey, vous exposez votre point de vue, mais un peu comme une évidence ou comme la seule position possible. Or, même les faits montrent des choses différentes de ce que vous nous expliquez. Vous montrez qu'aux États-Unis, ils se développent parce qu'il n'y a pas de limite. C'est pas vrai. C'est depuis Trump qu'il n'y a plus de limite. Parce que sinon, aux États-Unis, avant qu'on lève toutes les contraintes et toutes les règles, on ne pouvait pas posséder une grande chaîne de télé et la presse écrite. Ben oui, c'était comme ça. Donc maintenant... Mais voilà. Je suis sûr que vous connaissez mieux les lois françaises que moi, mais je connais mieux le marché américain probablement. Oui, alors dites-moi, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Ben, écoutez, CNN, vous savez qui a fondé CNN? Ted Turner. Ted Turner a fondé CNN. CNN est détenu par un grand groupe de télécoms maintenant. Donc ne me dites pas qu'aux États-Unis. Non, j'ai été très précis dans ce que je dis. Bien entendu, peut-être. Oui, alors je répète, jusqu'aux dernières déréglementations sous l'impulsion de Donald Trump, on ne pouvait pas posséder d'abord plusieurs grandes chaînes et on ne pouvait pas posséder une grande chaîne de télé et un organe de presse écrite. Faux. Bon, alors dites pourquoi c'est faux. Moi, j'ai acheté Cablevision, il y avait une chaîne de télé et un journal. Numéro 1 dans la région de New York, numéro 1 dans la presse et dans la télé. Donc non, je suis désolé, je ne sais pas d'où vous sortez cette information. Mais en tout cas, aujourd'hui, par exemple, le groupe Viacom, moi je vais vous donner des chiffres. Vous savez, il y a 3 grandes chaînes aux États-Unis. Les 3 sont contrôlées par des personnes physiques. Une dame et 2 messieurs. Je les connais les 3. Brian Roberts, John Malone et Sharon et Redstone. 3 personnes physiques. Et grâce à ça, l'entreprise est stable. Parce qu'une personne physique, c'est quoi?
C'est pas ça. Nous, on n'est pas là, le matin, quand on va travailler, on n'est pas là à dire, tiens, je vais créer des emplois ou je vais gagner de l'argent. C'est pas ça l'objectif d'un entrepreneur. Ni dire, je vais détruire des emplois ou je vais faire des restructurations. Pas du tout. L'objectif d'un entrepreneur, c'est de faire grandir son entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons par exemple 10 francs de chiffre d'affaires. On se dit comment on va faire l'année prochaine pour faire 11 francs, 12 francs. Eh bien, ça peut se faire par croissance interne ou par développement, par acquisition. Et donc, il est logique, quand on atteint une certaine taille, de regarder à racheter certains collègues ou certains concurrents ou certains fournisseurs. C'est la logique du monde industriel. Et de renforcer les entreprises, ça permet de construire des champions. C'est comme ça. Alors, moi, j'ai racheté des entreprises qui étaient pratiquement en dépôt de bilan. On les a restructurées et grâce à ça, eh bien, nous sommes aujourd'hui présents dans plein de pays du monde. Et aux États-Unis, nous pouvons faire cela. En Angleterre aussi, d'ailleurs. Bon, Monsieur Drahi, on essaye d'avoir le maximum de questions. J'ai entendu votre point de vue. En fin d'audition, après que mes collègues vous auront posé leurs questions, j'aurai les éléments à nouveau pour vous répondre sur ce que j'ai affirmé et que vous contestez sur les États-Unis. J'ai d'autres questions à vous poser, celle-là plus concrète. Quand vous avez fait le rachat des titres du groupe belge Roularta 2015, l'expansion, l'Express, Lire, Studio, Ciné-Live, Mieux vivre votre argent, Classica et Pianiste. Cette acquisition semble dépasser la simple sauvegarde d'un titre emblématique, parce qu'on a eu, comment dire, notamment par M. Arnaud, cette explication. Moi, je n'ai pas d'intérêt à acheter des titres de presse. En fait, je viens comme un mécène sauveteur d'entreprises en difficulté. Et si ces titres peuvent encore exister, c'est grâce à moi. Bon, chacun peut apprécier si c'est les réelles motivations. Mais là, concrètement, vous nous avez dit ça pour Libération, quand vous faites l'acquisition, mais ce que je viens de citer montre qu'il y avait quand même une stratégie de votre groupe d'aller vers la presse et vers la presse écrite. Vous pouvez nous l'expliquer ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, excusez-moi, M. Sator. Il y avait une stratégie d'aller dans les médias télévisuels. Et j'ai racheté Libération, et je suis désolé, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Arnaud, j'ai sauvé Libération. Je ne me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais me mettre dans les journaux, sûrement pas. J'ai racheté Libération au moment où cette entreprise avait besoin de 14 millions pour ne pas passer au tribunal de commerce, en faillite. Et moi, j'étais en train de faire un chèque de 14 milliards. Donc je me fais interviewer, je ne me souviens plus de son nom, par une journaliste de Libération, justement, qui dit, Monsieur Drahi, vous ne pourriez pas nous aider? Vous allez dépenser 14 milliards. Nous, on a besoin de 14 millions pour finir le trimestre. Je la regarde, moi je calcule vite, vous savez, ça fait 1 pour 1000. C'est le gars qui s'achète, je ne sais pas, une paire de chaussures à 100 €. Il y a un gars dans la rue qui va pas bien, il a besoin de 10 centimes. Ouais, je lui dis, bah, ok, je vais voir je vais regarder le dossier. Le soir, j'appelle le gars, je dis, donne-moi le dossier. Et j'ai acheté ça. Mais j'ai pas acheté ça pour d'autres raisons. Alors, ce sentiment. Je vais vous en donner une possible. Vous avez commercialisé ces titres via le kiosque SFR en appliquant un taux de TVA de 2,1%. Avant d'être contraint en 2018 de revenir au taux annuel de 20% et de subir un redressement en conséquence. Sincèrement, si vous saviez que vous serez à 20%, est-ce que vous auriez été sur ces titres? D'ailleurs, depuis, vous les délaissez. Alors, monsieur le sénateur, vous êtes désengagé. Je vous réponds sous le serment et en plus sincèrement et honnêtement. Quand j'ai racheté Libération, je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Je savais que j'allais faire par plaisir à mes parents, parce que mes parents, ils sont profs de maths. Enfin, ils étaient profs de maths, donc vous imaginez pour qui ils votaient. Bon. Donc, moi, ça leur a fait plaisir, parce qu'ils disaient, mon fils, il est dans le business, il n'a pas réussi, toute la famille est soit docteur, soit prof de maths. Bon, ok. Je rachète ce truc-là pour les... Non, mais c'est la vérité. Et là, je reçois des SMS de copains. Ah, Patrick, ça nous fait plaisir, pour une fois, tu vas perdre de l'argent. Et là, ça me vexe quand on me dit ça. Je dis, comment je m'en sors? Bah, avec Libération, c'est impossible de m'en sortir. Tu vois, comment on fait pour être un peu plus gros, pour faire des synergies, etc. Et là, c'est exactement ce qu'a dit M. Arnaud. Moi, le gars de l'Express, c'est pas moi qui l'ai appelé. J'ai un monsieur belge qui m'appelle.
Allô, bonjour monsieur Drahi, c'est la Belgique une fois. Est-ce que ça vous intéresserait le groupe L'Express? L'Express, pour le coup, pour embêter mes parents, moi je lisais L'Express, eux lisaient Libération. Je dis tiens, ouais, pourquoi pas, ça va compléter le machin. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Une fois qu'on était là-dedans, on se dit, ce truc-là, c'est, comme on dit, une patate chaude qui s'écroule. C'est-à-dire que chaque année, ça baisse, et les gars, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que licencier des gens, et chaque année, ça baisse. On ne peut rien y faire. Demandez aux jeunes, mon fils, il n'a jamais touché un papier réel, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes? Les jeunes lisent les journaux, mais pas ceux-là qui sont au kiosque, ils les lisent là-dessus. Et moi, je me dis, tiens, ça y est, je vais trouver un modèle économique, je vais mettre plein de journaux ensemble, le plus possible, et je vais les diffuser auprès de mes 15 millions d'abonnés. Et là, depuis la nuit des temps, il y avait 2 régimes de TVA différents en France, entre les télécoms et les médias, puisque la télévision en péage, c'était, je crois, 5,5% la TVA. Et donc, c'est effectivement, on a profité du régime en place, de la loi en place. Donc, on a diffusé ça. Et d'ailleurs, le contrôle fiscal en question, je ne suis pas le seul à l'avoir, parce que tous mes concurrents m'ont imité. Parce que dès qu'SFR a mis son kiosque, qui est fantastique, je peux vous dire, ma mère, elle est abonnée au truc. Tous les profs de France doivent l'être, d'ailleurs. Pas que chez nous, malheureusement. Il y en a qui sont abonnés chez les concurrents, et tant mieux, c'est la diversité. Mais en tout cas, là, on a appliqué la TVA, c'était magnifique. Et là, ça faisait repartir le truc. Le magazine qui était lu par 30 000 personnes, il y avait 400 000 personnes. En même temps, ma question est très concrète. Donc, je vous ai dit... encore plus, parce que du coup, après, on me dit, quand vous avez été ramené... faire ça, on change la loi, c'est 20%. Mais je dis, alors, il n'y a plus d'intérêt, on ne peut plus le diffuser. Du coup, le truc s'est écroulé. Moi, je suis un mécène pendant quelques jours, mais pas pour le restant de ma vie. Et donc, on s'est débarrassé. Donc, c'est bien pour ça, parce que vous avez été mis à un autre taux de TVA, et donc il y avait moins d'intérêt de faire le mécène, on va dire. Écoutez, je vais vous expliquer comment ça marche, le mécénat. Le mécénat, vous rentrez dans quelque chose. Vous avez dit, on licencie, etc. Bon, quand vous avez pris SFR, vous avez dit, on licencie dans la presse écrite, etc. Vous êtes venu sauver, mais vous n'êtes pas complètement connu pour monter vos affaires et prendre possession de ce que vous achetez sans des plans sociaux gigantesques. C'est complètement faux. Ceux de SFR, dans toutes les agences, il y a eu un plan de 1200 licenciements. Je ne peux pas vous laisser dire tout. Non, mais on ne peut pas se parler en même temps. Hein. Ah bah oui, mais d'accord. Non, moi je vous écoute et j'essaye de poser des questions. Attendez. Donc, j'ai levé la main droite en jurant. Donc si vous dites des contre-vérités, c'est pas très juste. Moi je ne peux pas dire la vérité et vous des contre-vérités. Vous n'avez pas licencié à SFR. Mais tout le monde l'a fait. Orange licencie plus que moi chaque année. Donc pourquoi vous dites que je ne dis pas la vérité? Et vous dites j'achète des entreprises pour licencier, c'est totalement faux. Non, je ne dis pas pour licencier. J'ai dit que quand vous achetez des entreprises, il y a pour les rentabiliser des grands plans de licenciement. Il se trouve que ceux qui sont licenciés sont des êtres humains et ne peuvent pas être heureux. Écoutez, quand j'ai racheté BFM, il y avait 800 personnes, il y en a 1300 aujourd'hui. S'il vous plaît, on va calmer un peu. Moi je suis très calme. S'il vous plaît, monsieur Drahi, on va passer à la question. Moi je suis très calme. Alors, ma dernière question de cette série. Ma dernière question de cette série. Vous voyez bien les inquiétudes que l'on peut avoir quand, effectivement, il y a un propriétaire puissant dans le domaine des médias. Pourquoi ? Parce que l'indépendance des rédactions, la liberté des journalistes est quelque chose qu'il faut préserver. Et donc, on peut se demander si il peut y avoir des interventions sur cette liberté éditoriale et de travail journalistique. Donc, un communiqué commun des sociétés, des journalistes de rédaction de BFM Business, BFM TV comme BFM TV et RMC s'est ému de la situation suivante, c'est la décision de mettre fin à la collaboration d'un journaliste du magazine Capital sur l'antenne BFM Business, Grégory Raymond, qui participait régulièrement à l'émission BFM Bourse. En tant que spécialiste de la crypto-monnaie, s'est vu signifier la fin de ses interventions en raison des choix éditoriaux de Capital. La direction du groupe a mis en avant des articles jugés malveillants envers Altice, SFR et leurs dirigeants pour justifier cette décision unilatérale. La fin de cette collaboration n'a aucun lien avec le travail de Grégory Raymond, dont la qualité des interventions a toujours été saluée et ne peut être que dommageable à l'antenne BFM Business.
signé les SDJ, c'est des sociétés de journalistes, de BFM Business, de BFM TV.com, de BFM TV, de RMC, qui tiennent à l'indépendance des rédactions et restent particulièrement vigilants sur les interventions d'Altis, SFR et leurs actionnaires dans le contenu éditorial. Donc là, ils disent, eux, que c'est l'intervention de l'actionnaire qui a conduit à la fin de cette collaboration. Que répondez-vous? Écoutez, c'est-à-dire, moi je vois beaucoup de choses dans la presse qui ne sont pas exactes. Je peux vous dire en tant que... c'est pareil. C'est le rapporteur. Laissez répondre M. Drahi, parce que sinon on ne va pas avancer. Il y a de nombreuses interventions là, derrière. C'est juste 4 sociétés de rédaction de vos rédactions. La question est formulée, on va laisser répondre M. Drahi. Alors d'abord, je ne sais pas qui est M. Raymond, j'en ai entendu parler de ma vie. Ensuite, je vois beaucoup de choses dans la presse qui sont fausses. J'ai vu des choses me concernant qui étaient fausses. C'est pas pour autant que je réagis, parce que franchement, ça me laisse de marbre. Bon. Et puis si on devait réagir à tout ce qui était faux, je pense que j'aurais pas assez de 24 heures pour répondre. Par exemple, tout à l'heure, la première diapositive était fausse. Non, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé parler. Mais c'était faux. C'était faux. Il y avait des erreurs, elle n'était plus datée. Donc vous avez sorti un document qui est factuellement faux sur plein d'égards. Deuxièmement, ce que vous venez de raconter, c'est une société de journalistes. Donc c'est comme ce sont des journalistes. C'est leur version. On peut demander au directeur général des SFR, de BFM, pardon, ce qui s'est passé en l'occurrence. Je ne sais même pas de quoi on parle. Voilà, c'est ma réponse. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, moi, je ne suis pas intervenu sur cette opération, si c'est à votre question. Oui. Et je vous dis, je ne suis pas intervenu sur cette opération et je n'interviens pas sur le contenu. La seule chose qui m'intéresse, vous savez sur quoi j'interviens? C'est sur les performances financières, économiques donc de l'entreprise et la vision de développement de notre entreprise. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur BFM? C'est le groupe BFM RMC qui s'appelle Next Radio TV. C'est une entreprise, quand je la rachète, qui fait 190 millions de chiffre d'affaires. Et moi, je dis, voilà comment on va faire pour faire de la croissance. Tout ce que j'ai dit n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la même entreprise fait 340 millions de chiffre d'affaires. C'est un bon résultat. Moi, je suis content, je continue. Maintenant, de savoir ce que dit tel ou tel journaliste, ça n'a aucun impact sur ce que je viens de vous dire. Et donc, on n'est pas là à regarder ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit. Et ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça vraiment comme développement économique d'une belle entreprise. Voilà. Monsieur Drahi, il y a de nombreuses questions nombreux sénateurs et sénatrices qui veulent vous poser des questions. Je vais d'abord commencer par en poser une, pour bien préciser, parce que vous avez fait référence plusieurs fois à Libération. Moi, j'ai deux questions sur Libération. D'abord, quelle est la situation financière de Libération actuellement? Et puis, deuxièmement, alors vous n'êtes plus effectivement propriétaire directement de Libération, puisque vous l'avez cédé à un fonds de dotation en 2020. Ma question est toute simple, mais qui est derrière ce fonds de dotation, si ce n'est vous? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les financeurs du fonds de dotation? Alors effectivement, aujourd'hui c'est moi, mais vous êtes tous les bienvenus. C'est un fonds qui est ouvert. Vous pouvez le financer, chacun à hauteur de vos moyens, demain matin. Vous serez les bienvenus d'ailleurs, parce que ça allégerait la facture de fin d'année. Quelle est la situation financière? Je ne la connais pas. L'entreprise Libération est totalement indépendante. J'ai doté ce fonds d'un capital d'une vingtaine de millions, d'une trentaine de millions. À un moment donné, quand je rachète Libération en 2015 pour être précis, je crois le closing s'est fait 2015, l'entreprise perdait à peu près 16 millions par an. Donc j'ai dû renflouer à hauteur d'une centaine de millions Libération, parce qu'on est passé de moins 16 à moins 12, de moins 12 à moins 8, etc. Quand j'ai mis Libération dans le fonds pour assurer son indépendance, et justement ne plus, ça vous fait régler, mais je voulais revenir sur la partie, excusez-moi, mécénat. C'est très important de comprendre l'esprit d'un entrepreneur. J'en suis qu'un seul, mais je pense qu'on partage parmi les entrepreneurs un peu les mêmes valeurs, parce qu'une fois qu'on est à la tête d'une entreprise qu'on a fondée, c'est l'histoire d'une vie. C'est quoi? Et c'est spécifique aux Français, ça. Les Américains, ils ne peuvent pas le faire. Nous, on pense que nos enfants, ils vont continuer. C'est notre rêve, en tout cas. On aimerait que nos enfants, ils continuent. Bon, moi, je suis fils de prof, j'aimerais que mes enfants... Mes parents, ils voulaient que je sois prof. Moi, je ne suis pas prof, mais j'aimerais que mes enfants, ils soient entrepreneurs. Bon. On se dit, je ne peux pas laisser à mes enfants un truc qui perd de l'argent à vie. Parce que lui, s'il n'est pas philanthrope, mais il va tout arrêter. Et donc, les trucs qui perdent de l'argent, c'est mieux de les mettre
dans une espèce d'organisation philanthropique qui attire des subventions ou des donations, pas des subventions, des donations. Donc c'est pour ça que j'ai mis... Et alors, pour répondre à votre question, quelle est la situation financière? Aujourd'hui, je ne la connais pas, mais je pense que le journal perd un peu d'argent, beaucoup moins qu'à l'époque. Il perdait, comme je vous l'ai dit, 17 à 18 millions. Il doit perdre 2 ou 3 millions. Excusez-moi, juste pour finir, j'ai mis dans la structure du fonds 20 millions de cash, en plus que la centaine que nous avions dépensé, j'ai mis 20 millions de cash pour faire suite, pour pourvoir aux besoins des prochaines années. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, l'équilibre économique des médias. Juste pour revenir sur ce système de fonds de dotation dont on perçoit qu'il se développe de plus en plus, est-ce que vous avez bénéficié de la défiscalisation quand vous avez investi 20 millions dans le fonds de dotation? Non, pas sur ces 20 millions, mais par contre, je vous l'avoue, la mise en fondation d'un journal vous permet, alors je ne connais pas les détails techniques, mais vous permet de défiscaliser une partie de l'argent perdu. Mais c'est un peu comme ce qu'on appelle les reports déficitaires dans les entreprises, mais je ne connais pas la technique exacte. Moi, ce que je voulais, c'est sortir de SFR, puisqu'en fin de compte, Libération était une filiale de SFR. SFR était reparti en croissance. Libération était, on va dire, légèrement en décroissance. Quand je l'ai racheté, il descendait de 10-15% par an. Donc il était à plus ou moins 1%. On l'a confié à des professionnels. C'est géré par quelqu'un qui est complètement indépendant. Moi, je ne lui parle, alors là, pour le coup, jamais. Je ne regarde même plus la situation économique. C'est plus mon problème. Et lui est libre de lever de l'argent auprès de n'importe qui. Si demain, Libération gagne de l'argent, j'en profite pas. S'il en perd, c'est pas mon problème. Et c'est à lui maintenant et à l'équipe de rédaction de décider de leur futur économique et rédactionnel et ainsi de suite. Comme d'ailleurs avant, sur la partie rédactionnelle, ça n'a jamais changé. J'aurais mon Gonnet. Merci, Président. Bonsoir, Monsieur Drahi. Depuis le début de cette commission d'enquête, moi, en ce qui me concerne, j'aurais 2 questions et un petit propos liminaire très court, mais depuis le début de cette commission d'enquête, nous voyons défiler, si vous me permettez l'expression, des grands capitaines d'industrie, des entrepreneurs, qui sont tous, pas une exception à la règle, tous venus nous dire, avec leurs mots, leur personnalité, la même chose. Exactement la même chose, ce qui est plutôt rassurant. Quand on connaît un petit peu l'économie, ce qui n'est pas en France, et notamment l'éducation à l'économie, vous en avez parlé tout à l'heure, ce qui n'est pas vrai. On a une marge de progression, on va dire, pour être positif. Ils sont tous venus nous dire des vérités têtues, c'est-à-dire que pour avoir des emplois, il faut des entrepreneurs. S'il n'y a pas d'entrepreneurs qui entreprennent, il n'y a pas d'emploi. Ils sont tous venus nous dire aussi que, avant d'être grands, ils ont été petits. Et que aujourd'hui, le business, que ce soit celui de l'audiovisuel ou d'autres, il est tourné forcément vers l'international. Et à ce moment-là, dans la compétition, on s'aperçoit que souvent dans notre pays, on a tendance à vouloir faire courir le 100 mètres aux entrepreneurs avec un boulet au pied. Ils sont tous aussi venus nous expliquer qu'il faut une vraie volonté d'entreprendre, que derrière la réussite, il y a une intelligence stratégique, et puis aussi, à un moment donné, il y a un risque financier, le plus calculé possible, avec des montages qui peuvent paraître des fois, je vais employer ce mot-là, alambiqués, mais qui sont forcément validés et qui, in fine, si l'intelligence stratégique a fonctionné, mettent dans le mille, avant même de parler de classement Forbes. Alors, si on analyse vos investissements, votre trajectoire, vous l'avez dit, depuis 2016, il y a eu un parcours, et vous êtes assez visionnaire. Qu'il s'agisse de concentration verticale, voire même diagonale, vous êtes un expert. Alors, mes 2 questions sont les suivantes. Pensez-vous que l'acquisition de diffuseurs, mais aussi de contenus, est désormais indispensable à l'activité d'opérateur de télécommunications? Et la seconde, pensez-vous, pour envisager le champ publicitaire concurrentiel, pensez-vous qu'il faut considérer les plateformes comme de nouveaux éditeurs de télévision? Merci, monsieur le sénateur, pour votre analyse. Je ne pense pas qu'il soit indispensable pour une entreprise de télécom d'être dans les médias. C'est ce qu'on a cru dans les années 2014, suite à une grande vague de rapprochement entre les télécoms et les médias outre-mer. Et ce que j'ai un peu essayé de suivre, d'ailleurs, quand je rachète les droits
ce qu'on appelle le championnat de football européen, très cher, suite à un appel d'offres européen, j'essaie de copier, à l'époque, le modèle de nos amis de British Telecom, qui avaient acheté le championnat de football anglais. Bon, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. On fait parfois des erreurs. Et alors, on a développé RMC Sport grâce à cela. J'ai toujours RMC Sport, mais j'ai revu mes investissements parce que l'entrepreneur, c'est un être humain. Donc parfois, il fait, excusez-moi, des bêtises, pour pas dire un mot un peu plus gros. Des fois, des grosses bêtises. Bon, on en fait tous. Et par contre, on s'adapte parce que si on en fait trop longtemps, on n'est plus là. Bon, donc moi, j'ai revu un peu ma stratégie sur le sport. Pourquoi ? Parce que le sport, le problème, c'est que vous ne contrôlez pas votre destin complètement. Il peut y avoir des groupes qui débarquent du jour au lendemain, qui participent à des appels d'offres mondiaux et qui payent des prix qui sont déraisonnables par rapport à la réalité du marché. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le marché français. Et ces entreprises, ce sont des entreprises qui, dans leur pays, ont moins de contraintes parce qu'ils peuvent être beaucoup plus gros. Donc, je pense que ce n'est pas indispensable d'être dans les médias, pas du tout aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'il est intéressant d'en garder certains qui se développent. Nous avons changé, par exemple, la radio. Vous savez, RMC, dont on parle moins que BFM, mais c'est une radio importante en France. Ça doit être la 2e ou 3e radio privée derrière la radio nationale. C'est une industrie en déclin, la radio classique.